bon, faut-il présenter Jean-Philippe? Je n'en suis pas certain. Je crois qu'il est connu comme le loup blanc. Voilà, donc vous connaissez tous son background, sa double vie en tant qu'intellectuel et homme d'entreprise. Sa vie. Ma femme n'est pas là, ça. Sa vie de docteur en droit, sa vie de passionné de philosophie, de passionné d'histoire des idées, et puis sa vie d'entrepreneur, d'abord dans son cabinet qu'il a su faire fructifier et qu'il a su développer, et maintenant dans le monde des think tanks pour essayer de donner un peu plus de volume aux idées libérales en France. Donc évidemment un plaisir, mais on ne peut pas dire de t'accueillir puisqu'on est quelque part dans les locaux de RF, même plus que quelque part. Donc voilà, un grand plaisir, il va nous parler de thèmes sur lesquels il a récemment travaillé. Ça a évidemment donné lieu à un ouvrage, comme vous le savez, mais il va sans doute revenir là-dessus. Jean-Philippe, eh bien, tu as la parole pour 45 minutes avant les questions. Merci Pierre, et merci à vous tous. On va changer d'horizon. On était dans la finance et la monnaie, dans les équations, et là on va revenir vers des choses plus philosophiques et politiques, parce que tout se tient. Et je crois d'ailleurs que c'est peut-être un peu ce qui nous caractérise à l'IREF, que d'essayer d'avoir une approche globale. Nous ne sommes pas un think tank économique. À l'origine, il y a près de 25 ans, on s'est réunis pour se battre sur des problématiques européennes, économiques et fiscales. Mais on avait déjà des racines communes, et on pensait déjà que tout était dans tout et réciproquement d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas défendre une vision économique, sociale, fiscale, sans la faire reposer sur des fondements plus profonds, qui touchent à l'homme dans la société et à l'organisation de cette société. Et nous y sommes. C'est vrai que j'ai produit donc un livre récemment, il y a 6 mois, dont le titre est libéral ou conservateur, point d'interrogation, pourquoi pas les deux. Et je vais revenir sur cette thématique à un moment français, mais peut-être aussi un peu plus largement, où le libéralisme revient un peu à la mode, peut-être y sommes-nous pour quelque chose, car nous sommes effectivement des libéraux à l'IREF, nous défendons et nous aimons l'économie classique, et notamment l'économie autrichienne. Antoine en a s'y est beaucoup référé. Mais en même temps, nous pensons, en tout cas je pense, il y a toujours un débat, que cette économie à laquelle nous adhérons est en même temps une éthique, parce qu'elle est aussi enracinée. Et c'est effectivement ce que nous dit Hayek, auquel donc nous faisons très régulièrement référence. Et donc, c'est dans cet esprit que, curieusement d'ailleurs, je pense personnellement que le libéralisme, dans son éthique, rejoint une forme de conservatisme. Et que, plutôt que de se battre, il y a une union possible entre conservateurs et libéraux, avec des réserves, avec des compromis, mais la politique est compromis, et que c'est nécessaire si on veut vaincre aussi nos ennemis, car la politique est un monde dans lequel il y a des amis et des ennemis. Voilà pourquoi nous abordons ce sujet aujourd'hui. Conservatisme ou libéralisme, les deux sont-ils compatibles? Je parlais d'Hayek, et Hayek, lui, en fait, à la fin de son ouvrage « La Constitution de la liberté », lisez Hayek, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est véritablement exceptionnel, tant cet ouvrage-là, La Constitution de la liberté, que droit, législation et liberté. Hayek, à la fin de cet ouvrage, donc,
joint un petit chapitre à part qu'il intitule « Pourquoi je ne suis pas conservateur ». Alors après tout le bien que je vous ai dit d'Hayek et de la possibilité que je vous dis d'allier libéralisme et conservatisme, je vous dis, eh ben oui, mais il nous a dit « je ne suis pas conservateur ». Il nous le dit parce que, en fait, il voit dans les conservateurs, mais c'était peut-être aussi un autre temps, des intégrismes plutôt que simplement des conservateurs, même si à juste titre, le conservatisme est peut-être d'abord et surtout l'apanage, en quelque sorte, de ceux qui ont peur de changer. Et c'est ce qu'il nous dit, et à juste titre. Cette question est de grande actualité au moment où, alors ça n'est pas anecdotique, ça n'est pas non plus considérable, mais au moment où, ce soir même, s'ouvre un scrutin interne français, franco-français, dans un parti devenu presque marginal, mais pas tout à fait quand même, pas sur le terrain en tout cas, les Républicains, où il y a un combat entre des hommes, et il y en a un, Retailleau, qui s'est allié avec Lisnard. Retailleau, le conservateur, qui s'est allié avec Lisnard, qui là clairement se dit libéral et a un fond qui est très libéral. Et donc, c'est vrai que ce sujet rebondit sur l'actualité. Et Retailleau nous dit, alors j'ai été voir, il se lâche un peu plus facilement à l'étranger. Il a été faire un petit discours en Angleterre il y a 3 semaines, il y a un mois, et il disait ceci: sans le support de l'identité et sans le renfort de repères sûrs et de limites claires, la liberté n'est qu'une feuille morte. Il a raison. Et c'est pourquoi, je le crois, le libéralisme authentique ne va pas sans un conservatisme assumé. Voilà, il lit les deux. Ceci dit, je l'ai écouté aussi, et c'est vrai qu'il en a bien besoin du libéralisme parce que son conservatisme manque d'aile, en quelque sorte, et le libéralisme peut le lui donner. Je l'ai entendu parler de retraite en disant combien il fallait se battre pour la démographie de façon à préserver notre retraite par répartition. Ça ne me paraissait pas vraiment le bon sujet. Je ne dis pas qu'il faut tout abolir et tout casser du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut travailler à des solutions nouvelles, de la même manière qu'il faut y travailler sur bien d'autres sujets, que ce soit le salaire complet, qui permette aux gens de recevoir tout ce qui leur est dû, et qu'ils s'assurent comme ils le souhaitent, de la même manière qu'on peut travailler sur des impôts plus simples, la flat tax, qu'on peut travailler sur des sujets de liberté d'assurance aussi dans d'autres domaines, que le chômage, sur l'école libre, c'est une vraie école libre, bon, tous ces thèmes que nous développons à l'IREF, et sur lesquels d'ailleurs David Lisnard, lui, est d'accord, il faut le dire, mais néanmoins, je crois qu'il y a un vrai sujet, conservatisme ou libéralisme, il y a à cerner les points de désaccord qui, à mon avis, sont profonds d'une certaine manière, et les points de convergence qui sont vraiment possibles, me semble-t-il. Et je m'explique. Pourquoi il y a effectivement une sorte de faille, et je crois elle remonte très loin. Libéraux et conservateurs sont globalement, si on veut remonter à la philosophie grecque, plutôt aristotéliciens que platoniciens. Je m'expliquerai un peu plus. Le vrai problème, c'est que Aristote, comme tous les auteurs grecs, je ne connais pas qui a une vision différente, a une vision de la cité qui est totalisante, on dirait sur le plan philosophique, holistique. C'est-à-dire qu'elle est prégnante, elle absorbe l'individu. Pourquoi ? Parce que, en fait, la cité grecque, qui ne s'est constituée que dans son combat contre l'étranger, les Perses, contre les autres cités, chacune de son côté, sauf à s'allier, mais dans des conditions souvent évolutives, la cité grecque, comme toutes les cités de cette époque-là d'ailleurs, mais sauf que dans la cité est quelque chose qui est nouveau, parce que il y a
à part les cités, il y a des royaumes ou des empires, mais cette notion de cité autonome naît en Grèce. Et dans ces cités, il y a un danger permanent qu'on oublie quand on essaye de comprendre la philosophie grecque. Le danger permanent, c'est que si la cité est conquise, elle est rasée, elle est pillée, rasée, les hommes sont menés en esclavage ou tués, les enfants sont pris aussi pour être éduqués et esclaves ou utilisés, et les femmes asservies pour les besoins personnels des vainqueurs. Donc, tout ça n'est pas très réjouissant. C'est du tout ou rien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans des guerres classiques, traditionnelles que nous connaissons, des guerres médiévales, des guerres modernes. Nous sommes dans des guerres nucléaires d'un autre genre. C'est du tout ou rien. Et c'est la raison pour laquelle la cité est si importante, parce qu'elle est tout entière tournée en permanence vers sa défense. Alors, je le dis pour essayer de comprendre Aristote et les autres. Et pour essayer de comprendre pourquoi un Aristote nous dit, par exemple, alors je vais le citer, mais parce que c'est assez étonnant, je vais le citer si je le retrouve. Alors, Aristote, la cité prévaut sur l'individu. Même si en effet, il y a identité entre le bien de l'individu et celui de la cité, de toute façon, c'est une tâche manifestement plus importante, pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est une tâche manifestement plus importante et plus parfaite d'appréhender et de sauvegarder le bien de la cité. Car le bien est assurément aimable, même pour un individu isolé, mais il est plus beau et plus divin appliqué à une nation ou à des cités. Et cette idée totalisante, en fait, qui surmonte une autre idée qui est la mise en valeur de l'homme, chez Aristote, c'est nécessairement en vue de l'homme que la nature a fait tous les êtres vivants, ou encore d'ailleurs d'un homme libre, qui, chez Aristote, selon lequel donc l'homme est principe de ses actions, je le cite, l'homme est principe de... Donc, malgré tout ça, Aristote dit ça. Et la pensée conservatrice est ancrée encore dans cette idée que l'État aujourd'hui est plus important que l'homme parce qu'il le protège, parce qu'il l'encadre, il prévoit pour lui, etc. De là est née bien sûr une forme de collectivisme, on pourra y revenir, mais c'est autre chose, mais aussi, et peut-être d'abord, cette idée que l'ordre doit prévaloir, car de toute façon, s'il n'y a pas d'ordre et de sécurité, il n'y a rien. Ce qui est vrai aussi. D'autant plus que le conservatisme, bien sûr, ne va pas remonter à Aristote, encore que, mais il va puiser chez saint Thomas. Saint Thomas qui façonne un conservatisme européen et médiéval, certes, mais contemporain aussi. Saint Thomas reprend quasiment mot pour mot cette idée de la cité holistique. Je vais le citer. Tout ce qui est dans la partie appartient au tout. Et comme l'homme fait partie de la société, tout ce qu'il est appartient à cette société même. Le bien du tout l'emporte sur celui de la partie. C'est saint Thomas. Alors, on pourrait discuter, et ce n'est pas le moment de le faire, et je n'en ai pas le temps, mais voilà ce qui probablement est resté dans cette conception conservatrice, qui fait que la société prévalant est dans un esprit au surplus catholique, dans lequel le salut est bien individuel, mais le salut ne trouve son expression et sa capacité entière que dans la fraternité, c'est-à-dire dans la communauté, et dans et par l'Église institutionnelle. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je le dis pour bien montrer combien dans l'union d'un certain conservatisme et d'un certain catholicisme, il y a cet ancrage
qui fait qu'on en vient à une sorte de confusion du bien et du juste. Alors je suis juriste, je ne suis pas économiste, donc pour moi ces notions sont importantes, et je crois qu'elles le sont pour tous. Alors je vais essayer de vous donner de vous raconter une petite histoire pour vous faire comprendre la distinction du juste et du bien. Parce que je la trouve merveilleuse. Alors je vais l'accuser encore chez les Grecs. Ne m'en veuillez pas, on y trouve tant de choses. C'est Xénophon. Xénophon, c'est qui? C'est un Athénien qui fuit la cité parce qu'elle est prégnante, elle est totalisante, il la fuit. Et on est dans un univers grec où les choses sont mobiles, pas du tout comme on les croit. Il va à Sparte, et pourtant Sparte est un ennemi. Ils sont alliés au début du 5e siècle pour vaincre les Perses, mais là, ils sont devenus ennemis. Ça va très mal se terminer avec les guerres du Péloponnèse qui vont éteindre les cités pour l'éternité. Mais on n'en est pas encore là, on est dedans. Et Xénophon, il est philosophe, il a suivi les cours de Socrate, directement ou indirectement. Il a appris la médecine, il est médecin. Il part à Sparte où ils ont besoin d'un général. Il devient général. Enfin, pas tout de suite, mais il suit les armées de Sparte qui va vaincre. Qui va pas vaincre les Perses, qui va aider les Perses à vaincre parce que quand on n'est pas en guerre, on se loue pour d'autres combats. Et donc il part et il va en Perse chez Darius, mais comme il est philosophe, lui ça l'intéresse pas tellement de faire la guerre, mais il suit quand même, et puis il est compétent, il est intelligent. Donc il va revenir général, il va en fait conduire les armées en retraite de Darius, peu importe. Mais au passage, il étudie la Perse et ses personnages, et il écrit une histoire du grand empereur perse qui s'appelait Cyrus. Cyrus II, celui qui a construit la Perse et qui a créé tant d'ennuis à la Grèce d'ailleurs, qui a finalement vaincu la Perse. Bon, peu importe, il écrit et il va... Est-ce que c'est vrai, pas vrai, on ne sait pas très bien, mais enfin lui est un historien tout de même, c'est un vrai historien, et il écrit l'histoire du jeune Cyrus, puis après le plus vieux, c'est la Cyropédie, l'histoire de Cyrus, et il écrit l'apprentissage du droit à Cyrus. Cyrus a 15 ans, son père est roi, et il est appelé à devenir roi, et il a un précepteur qui lui apprend le droit parce que le roi doit juger, c'est l'une de ses fonctions éminentes à cette époque et encore bien après. Et donc, il lui a appris beaucoup de choses et il va l'envoyer juger. Un matin, il lui dit là, il y a un cas qui est assez simple, tu vas le juger tout seul, je te laisse faire, je n'y suis pas, tu y vas, c'est toi, tu seras le juge. Arrivent deux jeunes adolescents, un grand et un petit. Et le petit a appelé la cause, il a donc demandé à ce que soit jugé le cas, car, dit-il, le grand lui a volé sa robe. Le grand avait une robe petite, et le petit, qui est demandeur à la cause, avait une robe grande. Et le grand a jugé que, au fond, la robe du petit lui irait mieux, et sa robe irait mieux au petit, et donc il les a intervertis. Il a volé la robe du petit pour l'utiliser, en lui en rendant une, certes, mais le petit n'est pas content, et il demande justice. Et donc Cyrus, jeune, juge en disant qu'il trouve ça bien, puisque la robe, et il le voit, du petit convient mieux au grand, et vice-versa. Donc, il renvoie le petit sans lui donner raison. Et Cyrus revient vers son précepteur en disant « Je crois que j'ai bien jugé ». Il lui raconte « Ah, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas bien jugé du tout. Tu as fait le bien, mais tu n'as pas rendu la justice. Pourquoi ? Tu as fait ce que tu croyais bien. Mais ce que tu croyais bien n'est pas ce que le petit croyait bien. Sa robe, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'était sa mère qui est décédée qui lui avait tissé? Est-ce que c'était une robe dans laquelle il se sentait bien parce qu'elle était plus courte et qu'il n'en voulait pas une plus longue?
ou l'inverse, plutôt pour le petit. J'en sais rien. Mais il la voulait, il l'a demandé. Et c'était la sienne. C'était sa propriété. Et le droit, la justice, revient à rendre à chacun ce qui est le sien. C'est ça la définition du droit grec, romain. C'est le même droit, avec des voies différentes. Et toi, tu as cru que tu pouvais définir le bien pour les autres. Et on ne définit pas le bien pour les autres. Sauf à titre personnel, dans une relation personnelle. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le rôle du roi, donc de l'État. Alors je crois qu'avec ce petit exemple, je vous distingue bien ce qu'il y a de différent entre le bien et le juste. Et le problème du conservatisme, c'est parfois de confondre le bien et le juste, de vouloir faire le bien des autres. Et c'est sa limite avec une forme de collectivisme. Je vais dire que c'est peut-être justement l'un des problèmes d'une certaine manière de la droite qu'on dit extrême, du Rassemblement national, qui en fait confond aussi le juste et le bien. Et comme la gauche, bien entendu, qui veut transformer, qui veut dire le bien et faire le bien des autres, avec l'argent des autres aussi d'ailleurs. C'est plus facile. Mais ça n'est jamais le bien. C'est leur bien, mais ce n'est pas le nôtre. Et donc ça n'est jamais le juste. Et en réalité, ces défauts existent, et néanmoins, je crois qu'il y a beaucoup à faire entre conservateurs et libéraux. Donc, vous voyez que c'est compliqué, évidemment. Les libéraux ont aussi leurs défauts, c'est-à-dire que beaucoup, parfois, considèrent que la liberté est une fin en soi, alors qu'elle ne l'est jamais. Les libéraux considèrent que, en fait, on peut absolutiser la liberté. Mais la liberté n'a aucun intérêt pour elle-même. Elle n'a d'intérêt que pour les moyens qu'elle nous permet pour réaliser nos propres fins. Et voilà pourquoi je vais essayer, en fait, de vous dire comment, finalement, sur quels points fondamentaux on peut se retrouver. On peut se retrouver, et dans le paysage politique d'aujourd'hui, je trouve ça intéressant d'avoir ce débat, sachant que, au cours des siècles passés, parce que la notion de libéralisme est tout de même relativement récente, le conservatisme, je vais dire qu'il est de toujours. Il est celui qui veut conserver, qui a peur d'un changement, qui a peur du désordre, et qui est prêt d'ailleurs à accepter l'ordre qu'on lui a imposé, même s'il n'est pas celui qu'il souhaitait, pour autant que c'est un ordre, et qu'il s'y sent bien, qu'il s'y est fait, qu'il s'y est accoutumé, il fait avec. Alors, le libéralisme qui est récent, en fait, je vais montrer pourquoi il a toujours flirté avec un conservatisme, et notamment un conservatisme anglo-saxon, qui est beaucoup plus proche du libéralisme que le conservatisme latin, pour les raisons que j'ai évoquées. D'abord parce que le catholicisme est moins prégnant chez les anglo-saxons, en fait, dans l'aspect religieux, bon, les anglo-saxons et les protestants, enfin, la réforme de manière générale, même si elle fait des alliances avec le pouvoir en permanence, puisqu'elle est née dedans, hein, elle est née en adoptant la religion du prince, en donnant au prince le droit d'imposer sa religion, mais cuius regio eius religio. Mais ceci dit, à Worms, mais ceci dit, elle admet plus facilement donc l'indépendance, la liberté humaine et la séparation du religieux et du politique. Un peu curieusement, puisque le roi d'Angleterre, la reine, le roi d'Angleterre est le chef encore maintenant de la religion nationale. Bon. Ceci étant, c'est vrai que dans l'histoire, on voit bien que, au fond, prenez les Lumières écossaises. Les Lumières écossaises qui ont accompagné et précédé les Lumières françaises, mais d'un point de vue beaucoup plus libéral que ne l'étaient les Lumières françaises qui ont, en fait, avec Rousseau en particulier, que pourtant ils admiraient les uns ou les autres, mais enfin, ils ne le connaissaient pas suffisamment, qui ont semé le collectivisme. Mais les Lumières écossaises ont toutes été forgées dans le creux de la religion.
plusieurs d'entre eux étaient des pasteurs, des fils de pasteurs, ils n'étaient pas anti-religieux du tout, etc. Que ce soit les Hume, les Ferguson, par exemple, etc. Donc, ceci étant, d'ailleurs Ferguson était pasteur, si j'ai bonne mémoire. Non, je ne me trompe pas. Je crois qu'il était pasteur. En fait, on a tout au long de la vie anglaise en particulier, mais pas que, cette alliance à Edmund Burke. Edmund Burke est cet homme extraordinaire, il faut lire ce qu'il a écrit sur la Révolution française. En 1789, il commence à rédiger sur la Révolution française qui vient d'éclater. Il livre son livre en 1790. Il n'y a pas un an que la Révolution a éclaté. Elle en est encore à ses prémices. Et il dit tout ce qu'elle va livrer. Il dit la terreur annoncée. Il montre comment tout est en germe dans l'origine de la Révolution française. Pourtant, c'est un libéral, c'est un Whig. Mais il va, en réalité d'ailleurs, il va rester libéral, mais bon, il sera, c'est vrai, assez proche de certains conservateurs. Mais voyez, alors je vais prendre un autre exemple de la proximité, chez les Anglais toujours, c'est plus facile chez les autres. Regardez par exemple au milieu du siècle suivant, 19e siècle. En fait, qui fait la révolution qui a donné sa grandeur à l'Angleterre, c'est-à-dire la révolution du libre-échange? L'Angleterre s'était enfermée dans un protectionnisme stupide, avec les Corn Laws, les lois qui empêchaient d'importer du blé et pour protéger les prix du blé chez les seigneurs protestants anglicans du royaume. Donc, en fait, qui va permettre de combattre ce protectionnisme? Une alliance entre un Premier ministre conservateur, Tory, qui s'appelle Peel, un ministre qui va devenir aussi Premier ministre Whig, qui va devenir libéral. On est à la période où les Whigs deviennent libéraux. C'est Gladstone, suivi d'un homme qui est un peu à la marge de tout ça, et qui va s'entendre avec des conservateurs français, Chevalier, enfin des conservateurs libéraux français, comme Chevalier. C'est Cobden, qui va 20 ans plus tard, parce que ça commence dans les années 40, et ça finit dans les années 60 avec le traité entre l'Angleterre et la France de Cobden de 1860, je crois. Bon. Et voilà, c'est cette alliance qui va permettre justement à la société anglaise d'avoir une autre conception. Alors, sur quoi peut-on s'entendre? Eh bien, moi je pense, si vous voulez, et je vais vous citer une dizaine de traits, sur lesquels je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de forger une doctrine, car en réalité il n'y a pas de politique durable sans lui donner des racines. Et ces racines, je crois qu'on peut les trouver en admettant ensemble, conservateurs et libéraux, et c'est quelque chose de considérable, le caractère unique, respectable de chaque individu, l'existence d'une nature humaine qui n'est pas une nature animale. On vient de nous raconter qu'il faut préserver les rats comme... mais même des gens qui sont apparemment plutôt bien. Ferry, l'autre jour à la télévision, nous disait qu'on ne pouvait pas imaginer que tuer un veau pour le manger, c'était comme tuer son chien. Pareil. Et donc, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on apprenne à ne plus manger de viande. Moi, je ne suis pas contre s'il y a des gens qui ne veulent pas manger de viande, mais qui nous enquiquinent pas. Sinon, on veut manger de la viande. Voilà. Un animal, c'est pas... Non, un animal, c'est pas un homme. Voilà. Il n'a pas la même conscience d'une transcendance. Et ça change tout. Et je crois que là-dessus, on peut être d'accord. Et ça nous permet d'aller plus loin, deuxième point, sur l'idée qu'à partir de là, on considère qu'en fait, l'homme est singulier. L'homme est singulier, c'est ce que disait Aristote d'ailleurs. L'homme, il est principe de ses actions, c'est-à-dire il a sa liberté, son libre arbitre, j'ai écrit un livre là-dessus, qui fait ce qu'il est. Ce qui veut dire que c'est là d'ailleurs que les libéraux font. Alors moi je ne suis pas un kantien absolu, mais Emmanuel Kant permet finalement au libéralisme de sortir, d'exprimer finalement une philosophie qui soit proche du conservatisme en sortant de racines religieuses. Même si Kant d'ailleurs restait religieux sans y être très attaché. Et en fait, je crois que ce qui peut nous être commun, c'est cette idée qu'exprime Kant, c'est un principe, un impératif catégorique. L'homme est en général tout être raisonnable
existe comme fin en soi, et non simplement comme moyen, et doit dans toutes ses actions orientées vers lui-même ou vers d'autres être raisonnable, être constamment considéré en même temps comme une fin. Alors on peut discuter, est-ce que l'homme est une fin en soi ou est-ce qu'il est une fin comme un ordre de la nature, ce que diront ceux qui sont religieux, et je le respecte totalement, mais ceci dit, il est une fin. Et on doit toujours le considérer comme une fin, jamais comme un moyen. Et ça, c'est quelque chose qui est justement à l'encontre de tout collectivisme, c'est-à-dire de tout état, ce que j'ai appelé holiste, qui prime l'individu. Non, l'individu est la première fin. C'est d'ailleurs à partir de là que conservateurs et libéraux sont appelés ensemble à avoir un ennemi commun. Et l'ennemi commun, vous savez, c'est ce philosophe, celui qui a théorisé ça. C'est un vieux principe, hein. Machiavel était là déjà. Mais celui qui a théorisé ça, c'est un type qu'on ose à peine en parler comme ça, parce qu'il était nazi. Oui, il a flirté avec le nazisme, c'est Carl Schmitt. Bon, il ne l'était pas trop puisqu'il a résisté, il a survécu à ça, et il a continué à écrire et à philosopher après la guerre. Mais quand même, c'est vrai qu'il a fait des trucs qui étaient pas super. Mais ceci dit, il a écrit des choses remarquables sur la notion d'ennemi commun. Pour faire de la politique, il faut avoir un ennemi commun. Et le collectivisme est l'ennemi fondamental commun parce que il fait, en fait, c'est comme ça qu'on peut faire revenir les conservateurs sur leur vieille idée aristotélico-thomiste de cité qui prévaut sur l'individu. Si l'individu est une fin, on doit combattre le collectivisme qui, lui, prend la cité, prend la collectivité comme fin. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et en réalité, il en découle beaucoup d'autres choses, c'est que si on prend la collectivité comme fin, on fait du constructivisme, comme disaient les Autrichiens, et notamment Hayek. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce que on utilise les individus comme des instruments, comme des choses qu'on opère, qu'on agence, qu'on peut faire du constructivisme. Quand on prend l'individu comme une fin, on ne peut pas faire de constructivisme, parce que chacun a sa nature et sa liberté qu'on respecte. Donc on ne peut plus faire de constructivisme. Et donc c'est pour ça qu'il faut aller aux racines pour pouvoir se retrouver et comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire, où sont les limites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on reste aristotélicien, car Aristote, finalement, détestait Platon. Platon, c'est qui? C'est l'homme des utopies. Et en même temps, un petit clin d'œil à l'histoire grecque, toujours, c'est celui qui flirtait avec les 30 tyrans à la fin du 5e siècle. La Grèce déchirée, battue par paupérisée par les guerres, et la guerre perdue par Athènes, se livre à 30 tyrans. Et Platon les soutient. Parce qu'il soutenait les riches, et Platon l'était. Et c'est pas bien, c'est pas beau. Et Aristote est contre. Aristote, il est un peu plus jeune que Platon, mais il n'a pas vécu les 30 tyrans. Et puis, il était en Macédoine au début. Il a enseigné à Alexandre. Vous savez qu'il a été, à la demande de Philippe, son père, il a appris à Alexandre les bons principes de la philosophie. Bon, mais donc, voilà. Tout ça permet de combattre le collectivisme. Ce qui veut dire aussi que, en réalité, tout ça oblige à la tolérance. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît tout ça, on comprend en même temps qu'on ne peut pas asséner de vérité. On assène des vérités quand on est constructiviste, quand on veut construire une cité qu'on croit parfaite. Si on ne la croit pas parfaite, on ne peut pas la construire. On ne va pas obliger les gens à aller dans des trucs dont on n'est pas sûr. Et donc, il ne s'agit pas d'être relativiste. Il s'agit d'avoir une sorte de réserve, un certain scepticisme, qui n'empêche pas des adhésions, mais un certain scepticisme. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas, en tout cas dans le domaine humain, de vérité absolue, sauf des cas vraiment rares. Kant lui-même, qui croyait à ces impératifs catégoriques, disait il y a 3 domaines dans lesquels on ne pourra jamais dire ce qui est vrai ou pas vrai, c'est précisément Dieu, l'âme et la vérité. C'est quelque chose qui est très, très compliqué.
Et donc, en fait, on en revient à Aristote. Ouais, j'ai encore 10 minutes. On en revient à Aristote qui nous disait, en fait, il y a des bons régimes. Il n'y a pas, je ne sais pas dire quel est le bon régime. Vous savez, Aristote, c'est l'homme des régimes. Il a étudié 150, bon, peut-être pas tout à fait 150, mais presque, constitution grecque, pour essayer de déterminer quelle était la bonne. Et sa conclusion, c'est, je ne sais pas quelle est la bonne. Par contre, je sais quelles sont les mauvaises. Alors, il a fait des couples. Il a dit, il y a république et ce qu'il appelait démocratie, ce que nous on appellerait démagogie. C'est-à-dire des régimes populaires. Il y a la république, qui est organisée, qui a un état de droit. Ça, je pense que c'est un bon régime. Je ne sais pas si c'est le meilleur, hein, mais c'est un bon. Par contre, je sais celui qui est mauvais. Là, je vous le dis, il ne faut pas le prendre. C'est la démagogie, qu'il appelait démocratie. Il y a un autre couple, c'est en fait aristocratie-oligarchie. Aristocratie-oligarchie, le gouvernement, pas populaire, mais de plusieurs. Et là, il dit, l'oligarchie, c'est toujours mauvais. Ceux qui mélangent leurs poches et celle du pouvoir, comme M. Trump, par exemple, c'est toujours mauvais. Par contre, est-ce que l'aristocratie est mieux que la République ou qu'un autre régime de l'homme unique? Je ne suis pas sûr. Ça dépendra des circonstances. Parce que le troisième couple, c'est monarchie, tyrannie. La tyrannie est toujours mauvaise, dit-il. Je vous parlais des 30 tyrans. Elle est toujours mauvaise parce qu'en en fait, elle abuse des individus au service d'un ou quelques-uns. Et autrement, pas forcément oligarque, pas forcément unis par l'argent, mais unis par le pouvoir, la tyrannie. Et alors que Platon flirtait avec, vous le savez, les tyrans de Syracuse, puisqu'il y en a eu plusieurs, donc les Denis. Et donc, en fait, il dit, par contre, la monarchie, elle est cadrée par autre chose, il y a un esprit, il y a un respect d'institutions, etc. Voilà. Et donc, alors je peux vous dire quels sont les mauvais, il les écrit, les 3 mauvais. Il y en a 3 qui sont plutôt bons, choisissez. Et c'est un peu ça, en fait, qui nous réunit aussi. C'est cette idée qu'on ne peut pas dire la vérité, mais qu'on peut dire ce qui n'est pas bon. On peut condamner les collectivismes, on voit leurs effets, ils sont toujours mauvais. La démocratie, la liberté, l'état de droit, il est toujours imparfait, mais c'est quand même mieux. C'est dans cet esprit que, 5e principe, nous défendons l'égalité en droit. Mais tout en sachant qu'elle ne peut être qu'en droit, car nous connaissons, sinon, les méfaits de toute autre égalité qui nous conduit inéluctablement dans un nivellement vers le bas. Je vais un peu plus vite parce que sinon je vais me faire gronder. Ce qui veut dire en même temps, c'est mon 6e principe, que nous croyons, conservateurs et libéraux, à cette idée que dans cet esprit, et avec des hommes libres, je l'ai dit, eh bien, c'est ensemble que nous bâtissons notre civilisation. La civilisation n'est jamais le fruit d'un plan, jamais le fruit de l'histoire. Il n'y a pas, en fait, de plan de l'histoire, c'est-à-dire, vous savez, les marxistes nous racontent que voilà, c'est comme ça, c'est une sorte de déterminisme. Mais non, ça n'existe pas. L'histoire est ce que nous en faisons, en partie, on la subit aussi, mais on est là pour ne pas la subir, quand on peut ne pas la subir. Il faut tout faire pour ne pas la subir. C'est la raison pour laquelle, un autre point, on va rentrer d'un peu plus dans le détail dans la politique, nous ne voulons pas d'empire, nous voulons des nations libres. Nous savons que nous avons besoin de communautés. Même les libéraux savent bien que on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre en Robinson. L'homme ne prospère que parce qu'il vit en communauté et qu'il peut échanger, qu'il peut... Mais nous ne voulons pas d'une Europe impériale. Nous sommes favorables, nous n'avons été favorables qu'à une Europe des libertés, qu'à une Europe de nations libres, qu'à une Europe unie par des liens d'intelligence plutôt que de contraintes. Bon. Ouais. Alors bien sûr, il faut savoir faire respecter un droit et l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre et de sécurité, j'en parlais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir d'exercice des libertés. Mais l'ordre et la sécurité ne sont pas le tout d'une politique. Pas plus que l'immigration. Si vous voulez, j'ai rencontré un jour Éric Zemmour, pas seul à seul, mais dans un tout petit groupe,
de discuter au moment de sa gloire éphémère. Et je lui ai dit, mais monsieur Zemmour, vous étiez un très bon historien débatteur, vous étiez intéressant. Et là, vous faites de la politique, vous ne parlez que d'immigration. Et tout votre programme, c'est comment combattre l'immigration. Ça ne fait pas une politique. Et quand vous parlez un peu d'économie, c'est pour dire que l'État va s'en occuper. Et sa réponse a été en 2 points. Si l'immigration fait tout, parce que à partir du moment où on aura traité le problème de l'immigration, tout le reste ira mieux. L'État s'en occupera. Alors, voilà. Je pense pour ma part, et je lui ai dit, que toute politique unidimensionnelle est une politique totalitaire. Parce que l'homme n'est pas unidimensionnel. Il est multidimensionnel. Et donc, on ne peut pas l'appréhender sous une seule composante. On ne peut pas appréhender la société, qui est diverse, variée, multiculturelle, par définition. On ne peut pas l'appréhender sous un angle unidimensionnel. Et ça, je crois que nous devons nous retrouver, entre conservateurs et libéraux, sur cet aspect-là. Ce qui ne veut pas dire que nous ne respectons pas les traditions. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'on ne gomme pas le passé, nous ne sommes pas wokistes. On ne gomme pas le passé parce que nous savons, alors c'est assez joli, c'est un saint qui s'appelait Bernard, mais il y a eu beaucoup de saint Bernard, c'est saint Bernard de Chartres, au XIIe siècle, qui nous a dit ce premier mot qu'on utilise souvent, que finalement nous pouvons être des nains qui montent sur les épaules des géants. Les géants sont ceux qui nous ont précédés et qui nous ont donné tout ce que nous avons et qui nous permettent d'aller plus vite, parce que si nous n'avons pas tout le passé, s'il faut tout réapprendre, nous en resterons à la première préhistoire toute notre vie, des générations durant. Si nous avons dépassé ce stade, si nous avons progressé, si nous sommes ce que nous sommes, c'est que nous avons utilisé ce que nos prédécesseurs ont fait. C'est la bonne tradition, ça. Et donc nous sommes d'accord pour toutes les traditions qui permettent d'avancer plus vite, qui permettent de nous léguer ce qui est bon pour le parfaire. On fait évoluer les traditions. C'est d'ailleurs le principe même, je vais un peu vite bien sûr, mais de l'économie spontanée, de l'ordre spontané que nous prône l'économie autrichienne, puisque au fond l'ordre spontané enregistre les bons mouvements et puis elle les fait évoluer, simplement ça évolue. Mais la tradition, c'est quelque chose d'assez spontané. On prend spontanément ce qui marche, on prend ce qui marche et on le garde. Jusqu'à ce que ça ne marche plus, on prend autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, alors là je le cite, Hayek lui-même, c'est pour ça que quand il dit pourquoi je ne suis pas conservateur, il faut nuancer si vous voulez. Hayek lui-même nous disait, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est sans doute vrai qu'une société libre qui réussit est sans doute toujours, dans une large mesure, une société attachée à des traditions. Il a raison. Il a raison. Alors voilà, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et je termine par là de manière beaucoup plus concrète, pour revenir sur ce que nous disait Antoine, nous croyons tous, libéraux et conservateurs, à la vertu de l'échange. Si nous nous sommes enrichis, parce que finalement c'est un problème d'échange, tout ça, hein, et si nous nous sommes enrichis, c'est parce que nous avons admis la liberté des échanges. Il n'y a pas de doute que les premiers libéraux, ça a été leur grand combat, celui de Turgot, celui d'Adam Smith, celui de Ferguson, celui etc. C'est la liberté des échanges. Chez nous, Turgot a été effectivement pour moi assez fondateur là-dessus, pour montrer comment ça fonctionnait bien. Vous donnez la liberté des échanges, vous avez du blé. Vous mettez des péages, vous n'en avez plus. J'exagère, évidemment, c'est pas aussi caricatural, ça dépend des... Quand il y a trop de blé partout, vous en aurez même s'il y a des péages. Mais quand on en manque, il faut la liberté pour mettre le prix au bon niveau et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à peu près. Il y en a qui auront de la peine à acheter du blé, mais ce sera plus facile d'avoir du blé partout. Bon, et donc, c'est cette liberté des échanges, dans beaucoup d'ordres, qui est capable de favoriser le bon fonctionnement d'un ordre spontané, qui est celui que les gouvernements doivent faire prospérer. C'est pour ça que si la liberté reste et ne doit être qu'un moyen pour nous, humains, individuellement, la liberté est peut-être, et j'en termine par là, finalement la fin de tout gouvernement. Le gouvernement est là pour
nous assurer notre liberté. C'est pour ça qu'il a à faire régner l'ordre, un certain ordre. Pour autant, et c'est toute une question d'équilibre, il ne peut pas y avoir de recette parfaite. Et ces équilibres changent, ils évoluent. Il faut un équilibre entre l'ordre et la liberté. Mais la fin, pour le gouvernement, c'est la liberté. Je vous remercie. Merci Jean-Philippe, ça nous laisse du temps pour un débat, des questions. Qui veut ouvrir le feu? Pierre, tout à fait au fond. Merci. En fait, j'ai une question concernant j'ai souvent l'impression qu'on demande aux libéraux de faire un pas vers les conservateurs et plus rarement l'autre dans l'autre sens. Et pourtant, j'ai plutôt le sentiment que les libéraux pourraient et sûrement feraient leur conservatisme au niveau familial et social sans avoir besoin d'une action étatique qui reste cohérent avec leurs idées. Et qu'à l'inverse, aller demander à l'État de mettre en application des normes ou des règles sociales, on va quand même plutôt à l'opposé de leurs idées. Alors, je ne sais pas comment j'ai été compris, mais moi j'ai l'impression, en fait, dans mon propos, d'arriver à proposer aux conservateurs un corpus, en quelque sorte, qui est celui des libéraux. Mais des libéraux dans le sens d'une éthique libérale. Et je crois que mon libéralisme, c'est celui d'une éthique libérale. Et je pense qu'en fait, quand on explique ça aux conservateurs, je ne vois pas comment ils pourraient nous dire « je n'adhère pas ». Alors après ça, ils vont essayer chaque fois de dire « oui, mais peut-être que l'État pourrait faire ça », bien sûr, bien sûr. Mais la politique est un combat permanent, n'est-ce pas ? C'est jamais définitif. Et donc, voilà, moi ce que j'essaye de faire, à un moment où conservatisme et libéralisme reviennent un peu sur la scène, je dis attention, je suis un peu pragmatique là-dessus, mais attention, si on continue à se quereller, on ne va pas y arriver. Essayons plutôt de trouver un terrain solide sur lequel on pourra discuter. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais... Oui, merci beaucoup pour cette excellente, passionnante présentation. Je voulais vous poser une question sur la manière de mener le combat culturel. On parle beaucoup de gauchisme culturel, nous ça serait le libéralisme ou le conservatisme culturel. J'ai été impressionné par un petit morceau du discours de J.D. Vance à Munich qui a cité Benjamin Constant. On pourrait citer largement Bastiat, qui, me semble-t-il, aujourd'hui est beaucoup plus connu dans les milieux, enfin, dans les pays anglo-saxons. Comment pourrait-on faire pour commencer à y remédier, à votre avis? Oui, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Alors, pour être honnête, moi j'ai analysé le discours de J.D. Vance à Munich et je pense que c'est un usurpateur, mais je suis méchant là. J'ai un tout petit morceau. Ouais, mais moi il raconte beaucoup de bêtises. Dans les exemples qu'il donne, je trouve que ce que j'ai pas aimé chez lui, c'est cette accusation, cette mise en accusation générale de l'Europe, à partir de faits qui sont tronqués, parce qu'il a tronqué les faits, alors même qu'ils sont en train, à juste titre d'ailleurs, de faire leur ménage, parce que le grand ménage c'était d'abord à faire chez eux, et donc qu'ils fassent leur ménage, qu'ils nous disent essayer de faire comme nous le ménage, je suis d'accord, c'est pas idiot, mais bon, ça j'ai pas beaucoup apprécié, je peux dire. Parce qu'en fait, il dit tout ça pour nous dire on n'a plus à vous aider parce que vous n'êtes pas bon, vous laissez faire des choses que vous ne devriez pas laisser faire. Bon, c'est un peu facile, mais ceci dit, pour en revenir au fond de votre question, parce qu'il n'est pas là, oui, c'est vrai que finalement, Bastiat, on se rappelle qu'il était à l'aile gauche de l'Assemblée nationale, le peu de temps qu'il y a siégé, il n'y a pas été longtemps, le pauvre homme, puisqu'il était malade, mais parce que le libéralisme à l'époque était finalement plus à gauche qu'à droite, et pourtant, ils ont réussi à faire des choses avec, il y a des gens, alors moi il y a un homme que j'aime beaucoup par exemple, c'est Montalembert. Montalembert c'est un libéral conservateur. Montalembert, c'est, alors
vous allez peut-être me trouver un peu trop historien des idées, mais je trouve qu'on y puise beaucoup. Montalembert, c'est l'homme, je vous le raconte, puisqu'on a un tout petit peu de temps, je le raconte, c'est quand même extraordinaire. C'est cet homme, fils d'un pair de France, son père qui a été ambassadeur en Russie, lorsque la monarchie a été rétablie, sinon il était dans l'immigration, à Londres, donc Montalembert, le fils, arrive, il a 20 ans en 1830, et il trouve scandaleux, il est extrêmement catholique, alors lui, hein, c'est vraiment un catholique de la pure espèce, mais il trouve scandaleux que le régime monarchique qui s'est rétabli après Napoléon et la Révolution française est conservé, et il avait raison de trouver le scandale, est conservé intact le régime de ce qu'on appelait l'université, qui n'était pas l'université d'aujourd'hui, qui était l'ensemble du régime scolaire. Ce qu'on appelait l'université, c'est l'ensemble du régime scolaire, qui était dirigé par un petit comité étatique qui disait tout ce qu'il fallait faire de haut en bas de cette immense machine, enfin, qui n'était pas si immense qu'aujourd'hui, bien sûr. Mais, et donc, on n'avait pas le droit d'avoir même des écoles primaires privées. On n'avait pas le droit. Sous Charles X, on n'avait pas le droit. Louis XVIII, bien sûr, d'abord, et Charles X, on n'avait pas le droit. Et là, il dit, attendez, c'est une atteinte totale à la liberté. Et lui, avec quelques amis, et il le dit, non pas seulement parce qu'on doit pouvoir ouvrir des écoles catholiques, mais parce qu'on doit pouvoir ouvrir des écoles qu'on veut. Et avec quelques amis, il dit, nous, on va aller ouvrir une école. Il va ouvrir une école, en plein Paris, et il dit aux amis, amenez-nous vos enfants. Et il y a quelques dizaines d'enfants qui arrivent, et les parents sont tout contents de pouvoir mettre leurs enfants dans une autre école que celle de l'État. Parce qu'eux aussi, ils trouvent ça scandaleux. Et 8 jours après, ça ne manque pas, comme il y a des petits dénonciateurs dans le quartier, il y a la police qui vient frapper. Monsieur de Montalembert, on est un peu ennuyé parce que il n'est pas tout seul, hein, il y a des gens comme Lamennais, comme Lacordaire qui l'aident. On est un peu ennuyé parce que on nous a envoyé vous faire fermer l'école. Enfin, on aimerait mieux trouver un arrangement. Alors on vous donne quelques jours puis on reviendra. Si vous pouviez fermer, ça nous arrangerait. Puis lui, il dit pas question, moi je fermerai jamais. Donc la police vient et ferme l'école. Et l'État engage un procès contre l'école, et notamment, donc, au premier chef, monsieur Charles de Montalembert, qui a ouvert et dirigé cette école. Le procès est engagé, et là, patatras, monsieur Montalembert, père, meurt. Et la pairie, il est pair de France, est transmise à son fils. Elle est héréditaire à l'époque. Et donc il devient pair de France. Et donc il ne peut être jugé que par des pairs de France. Et donc les pairs de France se réunissent, et le procès est une occasion de grands spectacles où Charles de Montalembert fait venir à ses côtés Lamartine et Victor Hugo, etc., pour l'aider à défendre la liberté. Et c'est du grand spectacle. Et c'est comme ça que cet homme, qui est un conservateur né, il faut lire, mais qui est un homme remarquable, hein, il fait des discours qui sont connus, qui sont ces discours de Méline. Il a épousé une grande princesse belge, et il est très actif en Belgique, et il écrit 2 discours en 1860, quelques années plus tard, donc, enfin un certain nombre d'années plus tard, sur le thème « Une église libre dans un pays libre ». Et c'est vraiment les 2 qu'il défend. Et donc, voilà, voilà pourquoi je m'étends là-dessus. Pour montrer que, alors vous avez raison, il faut prendre des exemples dans tous les domaines. Je prends un exemple intentionnellement chez les conservateurs, avec Montalembert, comme on peut en prendre un avec Bastia, qui est évidemment, il y a tous les livres de Bastia ici, donc, qui est évidemment l'une de nos références. Et vous avez raison. Et je crois, par contre, ce que j'ai aimé dans votre question, on est toujours trop bavard, hein, mais, enfin bon, mais vous avez parlé de combat culturel, je crois, et je pense que c'est vrai, il faut, et c'est mon propos, hein, il faut évidemment qu'on comprenne bien tous ces problèmes économiques, c'est très important, mais il faut aussi avoir ce combat culturel, et c'est un peu mon souci, et il faut joindre les deux. Alors moi j'ai des questions sinon, mais voilà, Alain peut-être. Jean-Philippe, dans votre livre,
vous consacrez plusieurs pages aux libertariens, Oui, qui sont assez critiques. oui, Vous parlez de leur vaine lutte. oui, Il me semble qu'il y a deux sortes de libertariens. Une première incarnée par Bastien, qui dit très clairement on ne saurait demander à l'État que la liberté et la sécurité. Si on lui demande autre chose, on perdra la sécurité et la liberté. D'ailleurs, c'est une conception qui est très proche de la Déclaration des droits de l'homme. Excusez-moi, dans son article 3, elle dit toute société doit être conserver les droits naturels de l'homme, qui sont la liberté, la sécurité et, ils ajoutent, la propriété. Donc c'est une conception assez limitée peut-être des libertariens. Il y a une autre conception des libertariens qui était incarnée par exemple par Bertrand Le Ménissier, qui a été à la LEPS pendant longtemps, et qui disait non, la liberté, la sécurité, ce n'est pas le rôle de l'État. On peut faire de la sécurité par des sociétés privées, aussi bien de l'armée que la police. Et là, un très bon exemple de ça, c'est l'État du Vatican. L'État du Vatican, il n'a pas d'armée, et la police est faite par les gardes suisses, qui sont une police privée. Alors ma question est, est-ce que entre les deux conceptions des libertariens, telles que je viens de les définir, vous choisissez l'une ou l'autre, ou est-ce que vous êtes d'accord sur cette définition, sur cette distinction des libertariens? Alors, j'ai effectivement un chapitre de mon livre dans lequel je dis finalement ce qu'il faut éviter, et dont je dis que le libertarianisme ne me paraît pas bon en soi, dans la mesure où, j'en reviens à mon propos tout à l'heure, il absolutise la liberté. Alors, j'ai eu ces débats. Bon, d'abord, Bertrand Le Ménissier était un homme remarquablement intelligent et le plus charmant du monde. Donc, évidemment, c'était très plaisant de parler avec lui. Et j'ai eu des conversations avec lui. Un jour, on part, lui et moi, appelés par Contribuables Associés, au temps où on travaillait beaucoup avec Contribuables Associés, à Lille pour leur faire une conférence. Et c'est Bertrand qui commence. Puis il fait la conférence devant 200 personnes, 200 têtes blanches, où il leur dit qu'il faut supprimer l'armée. Et là, je voyais les gens qui... Et il y a le type de contribuable qui me dit, vous pouvez pas lui demander de... Bon, alors il termine, et je te vais par là, il me dit, vous redressez un peu ça, parce que... Donc tout ça pour... Alors ceci étant, pourquoi je discutais avec Bertrand? Parce que, en fait, je vais prendre cet exemple précisément de la justice, de l'armée, de la police. Si vous avez un différend avec votre voisin, moi je suis totalement pour l'arbitrage. Si mon voisin et moi on se dit, écoutez, on ne va pas s'embêter à aller demander à des juges qui n'y comprennent rien dans la plupart des cas, parce qu'ils ne connaissent pas la raison de notre litige, on se bat parce que je ne sais pas quoi, bon, peu importe. Là, il y a notre troisième voisin qui a le même système que celui sur lequel, le système d'arrosage par exemple, celui sur lequel, si on lui demandait de trancher entre nous, il nous dirait, c'est très bien, je suis complètement d'accord, si on se met d'accord comme ça. Mais si mon voisin n'est pas d'accord pour qu'on aille devant l'arbitrage, comment je fais pour le forcer à aller à l'arbitrage ou pour... Et, alors je vais prendre un autre exemple, si quelqu'un me vole, comment je fais pour trouver mon voleur et ensuite pour obliger mon voleur à aller devant la juridiction? Eh bien, je n'ai pas d'autre moyen que d'en appeler à la police. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais après tout, vous pourriez payer une police pour chercher votre voleur. Jusque-là, on pourrait chercher, effectivement. Alors, je ne sais pas si Bogdan est dans la salle, c'est vrai que le moyen d'utiliser des Roumains ou des Bulgares pour aller faire payer, par exemple, une créance, c'est quelque chose qui marche. Ça marche généralement assez bien. Mais on peut se retrouver soi-même en prison quand même. Enfin, bon, et puis c'est relatif. Ça marche vis-à-vis de quelqu'un qui est connu. On peut aller lui faire un peu peur parce qu'il n'aime pas ça, bon, mais ça ne marche pas toujours. Bon, donc, en fait, je pourrais même, donc peut-être parfois payer une police, mais pas toujours.
Et il y a le fait que j'ai été volé ne me concerne pas que moi, concerne le fait que si le vol se propage, ça tue une société. Mais il y a pire encore, c'est-à-dire que même si je trouve mon voleur, comment je fais pour l'amener devant une juridiction? Alors, vous allez me dire, mais tant pis, vous n'avez qu'à payer une juridiction. Alors je paye un juge, mais si je paye un juge qui paye contrôle, donc le juge va me donner raison, dans 9 cas sur 10, alors que c'est pas sûr, peut-être que c'est pas lui qui m'a volé. Moi, comme j'ai trouvé un voleur, il va me dire c'est lui le voleur. Bon, sauf que après ça, il faut le punir. Il faut ensuite donc c'est pas très sain que ce soit moi qui paye, celui qui va le poursuivre, celui qui va aller ensuite chez lui demander. Ce système-là, qu'est-ce qu'il crée? Eh bien, il crée en fait les mafias. Il crée des systèmes mafieux. Et moi, je pense que il ne faut pas la jungle non plus. Il faut ni la jungle ni le goulag. Et je pense que, en fait, un système de liberté absolue, il ne peut créer que la jungle des mafias. Parce qu'en fait, ils vont se créer des mafias qui vont aller me chercher un voleur, je ne sais pas lequel. Comment il s'appelle? Bukele. Bukele. Moi, je trouve ça très efficace, hein, Bukele au Salvador. Ah oui, c'est sûr, il a mis, je sais pas, 2% je crois de la population sous les verrous. Sauf que si c'est votre fils qui, parce qu'il était tatoué, parce que c'est comme ça que ça marche. Moi, mes enfants ne se tatouent pas encore, mais dans toutes les familles, il arrive que les enfants se tatouent. Et pas tout, bon. Et voilà, si vous êtes tatoué, vous êtes a priori présumé membre d'un gang au Salvador. Donc prison. On discute après. Et vous avez vu les prisons, hein, vous avez. Là, c'est un État, là. Et c'est un État. Et ça, c'est pas un bon exemple. Non, si, parce que ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une justice en fait qui est une justice, oui, bah, je comprends ce que c'est pas, effectivement, mais en fait, ça permet les mafias. C'est-à-dire que c'est une justice qui a considéré que tous les moyens étaient bons. Et quand, s'il n'y a pas de justice légale, s'il n'y a pas de droit, c'est pas un état de droit. C'est pas un état de droit puisqu'on est mis en prison pour enfin, on ne sait pas pour combien de temps, puisque ça n'existe que depuis 2 ou 3 ans, leur affaire, mais ça peut durer longtemps, manifestement. Il y a des gens qui ne sont toujours pas jugés. Et donc, en fait, il n'y a pas d'état de droit. Et donc, là où il n'y a pas d'état de droit, soit il y a des états mafieux, soit il y a des mafias tout court. Parce que, et ça, c'est pas tolérable. Qu'est-ce qu'il vous répondait Bertrand à l'époque? Il a écrit un livre sur la justice. Alors, Bertrand, des ouvrages étaient sur la justice. Bertrand, en fait, il était, et là on peut être d'accord avec lui, il prenait des exemples des villes américaines ou qui s'autonomisaient. Alors moi je veux bien, mais ce sont des utopies, ce sont des espèces de romansonnades collectives. D'ailleurs ça ne durera jamais, car si les 10 premiers copains qui s'associent pour créer 10 maisons et avoir leur juge, arbitre, etc., un jour ou l'autre, l'arbitre va décéder, ils ne seront pas d'accord sur la nomination du nouvel arbitre. Il y en a un qui va, parce qu'il y a des voleurs partout, il y en a un qui est kleptomane et ça va très mal se passer. Il y en a un qui va battre sa femme, et il y en a qui vont prendre parti pour la femme et d'autres pour l'homme, et ils se taperont dessus. C'est pas possible, ça n'existe pas durablement. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à... Alors, en fait, je crois que l'idée, c'est on ne peut pas absolutiser la liberté, et on a besoin d'un ordre social à minimum. C'est pour ça que moi, Bastien ne me gêne pas beaucoup, au contraire, parce que si on dit défendre la liberté, ça implique une justice, un état de droit, une police, une armée, parce qu'il faut se défendre parce que le Vatican, c'est très gentil, sauf que autrefois, il y avait la France pour aller le défendre, on l'a fait régulièrement, de Charles Quint à Napoléon III. Hein. Aujourd'hui, il y a l'État italien, avec lequel il a noué des accords. Ça ne marche pas tout seul. Donc il se défend. Il n'a pas d'armée, mais il l'a délégué à quelqu'un d'autre. Et il a une police interne. Et d'ailleurs, il fait bien sa police. Hein. Si vous êtes attrapé indûment dans les couloirs du Vatican, ça ne va pas bien se passer. Hein. Donc voilà. Je voudrais prolonger un peu la question d'Alain. En fait, la question d'Alain revient à dire, bon, en fait, le libéralisme, c'est plus compliqué, il y a différentes... Et évidemment, on pourrait dire la même chose du conservatisme. Donc, bien sûr. Je pense qu'une façon de peut-être réinterpréter ce que tu fais, c'est que tu dis, voilà, regardez,
si on est d'accord sur ces valeurs, on peut faire On peut alliance. s'entendre. Et effectivement, il y a des conservateurs qui seront d'accord avec ces 10 points, etc. Et la plupart des libéraux, à quelques exceptions près, seront d'accord avec ces 10 points, on peut s'entendre. Donc ça veut dire que déjà, il y a probablement des conservateurs, parce que je pense honnêtement que ceux qui se mettent sous l'étiquette conservateur, il y en a beaucoup qui ne seraient pas d'accord avec les 10 points. Peut-être. En particulier, qui peut-être croient une certaine idée de la vérité, qui a besoin d'être un peu mise en avant grâce à un État musclé, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ceux qui seront d'accord sur ces principes, en général, la différence va être plutôt sur les moyens. C'est-à-dire qu'un bon nombre d'entre eux pensent qu'on peut arriver ça, par exemple, avec un État organisateur, etc. Alors que nous, ben voilà, c'était le début de ton propos, hein, les retraites, les assurances, etc. Et là, c'est ça qui est un peu... du coup, finalement, notre désaccord, il est plutôt économique. Tu vois, parce que si on est d'accord, je suis d'accord avec toi sur un certain nombre de principes, il va y avoir... Et d'où, au niveau purement communication, comment faire, quoi. Parce que le libéral, du coup, c'est celui qui n'est pas d'accord avec nous sur les questions économiques, quoi. Alors qu'en fait, toi, ce que tu essaies de dire, c'est que, oui, mais regardez, sur les questions de fond, enfin, sur là où on veut aller, le type de société dont on rêve, on est quand même relativement en cohérence avec vous. Enfin, on est... Alors, curieusement, moi, je pense que sur les questions économiques, au contraire, je pense que c'est peut-être là qu'on se retrouvera le plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont libéraux économiquement. Je vais citer Retailleau, parce que j'ai noté dans son discours de Londres toujours. Ah non, c'est pas dans son... Je l'ai pris ailleurs d'ailleurs, ça je l'ai pris dans un de ses manifestes, parce que ça m'amusait de voir quand l'alliance Retailleau-Lisnard, qui est un peu le... Et alors je vois ce qu'il dit, pour retrouver la prospérité, il faut libérer les énergies et l'innovation, redonner aux Français les moyens de réussir, ce qui passe par une économie libérée des blocages, un État qui économise plus et dépense moins, une éducation plus exigeante. Alors, simplement, ce que je crois, c'est que, globalement, sur les principes, ils seront assez d'accord. Par contre, quand on va aller leur dire, donc ça veut dire que l'école, il faut arrêter cette fumisterie d'une éducation nationale qui rafle tout, puisque en fait, elle a étatisé les écoles privées, j'exagère, mais en certaines parties, et elle interdit maintenant l'école à la maison, et elle fait tout pour supprimer les écoles entièrement privées, parce que c'est une petite lutte qui continue. Donc, alors là, on va leur dire, voilà, il faut qu'on trouve un système, que ce soit le système où c'est l'État qui paye, où c'est le bon scolaire, où c'est ceci, cela, mais un système. Et là, ils ne vont pas comprendre. Donc il faut leur expliquer. Moi, je dis que si on leur explique, ils finissent par comprendre. Parce que c'est leur philosophie. S'ils partagent cette philosophie, moi je pense qu'ils doivent comprendre. Je suis pas sûre, parce que leur conservatisme va jusqu'à penser que, par exemple, un programme scolaire doit contenir un grand nombre de choses assez précises. Moi, j'ai vu beaucoup, j'ai beaucoup été questionnée par des gens du Rassemblement national sur les questions éducatives, par l'équipe de Zemmour aussi. Et en fait, ils commencent par dire « Ah oui, le chèque scolaire, c'est génial, formidable, mais comment supprimer le wokisme des programmes ?» Et là, je leur dis, mais, enfin non, des manuels. C'est Sarah Knafo qui me dit comment supprimer les manuels wokistes. Et je lui dis, mais Sarah, en fait, si tu modifies un peu les programmes et que tu laisses la liberté aux gens, il n'y aura plus de manuels wokistes. Mais elle voulait faire un autodafé. Ils ne sont pas dans la liberté quand même. Ils sont quand même dans la conception de contenu aussi. Et ils disent tous, c'est génial, le chèque scolaire ou le financement des écoles privées par l'État, c'est formidable. Mais ça se termine toujours par, oui, mais si on les laisse libre, ils vont faire n'importe quoi. Alors, l'éducation à la maison, mais les immigrés vont... Je vais vous dire, votre question, elle est d'autant plus intéressante que je parle sous votre contrôle, parce que sauf erreur de ma part, curieusement, la dernière liberté dans l'école française, c'est le choix des manuels. Alors, sauf que c'est pas individuel, encore qu'à la limite, ça pourrait l'être. Alors, c'est tout à fait vrai, sauf que aucune école ne va prendre le risque de choisir un manuel qui n'est pas estampillé conforme au programme. Je comprends, mais c'est vrai que théoriquement, les profs et les écoles ont le droit en France de choisir leur manuel. Alors, c'est conditionné aujourd'hui par le respect soi-disant de méthodes de lecture, etc., qui ne sont pas appliquées par les profs. Mais normalement,
Aujourd'hui, un professeur de CP n'a pas le droit d'utiliser un manuel utilisant Entièrement la méthode béaba. globale. Entièrement béaba. Non, justement, méthode globale, ils n'ont plus le droit théoriquement. Ils le font quand même parce qu'ils gardent les vieux manuels et parce que de toute façon, ils ne savent pas faire autrement. Mais globalement, oui, il y a une liberté de choix des manuels, mais qui en réalité, elle est relative puisqu'il y a très peu d'offres qui ne seraient pas conformes au programme. Et les programmes sont très très invasifs. Ils vont dans des détails de méthode, des détails de contenu, de je sais pas quoi. On va vous dire par exemple, si vous étudiez la Révolution, il faut un chapitre sur les femmes dans la Révolution. Il faut étudier ça. De la même manière que le cinéma est libre de faire ce qu'il veut, sauf que s'il veut des subventions, il faut chaque fois quelqu'un genré de chacune des manières possibles, ce qui fait de plus en plus de monde à réunir, etc. etc. Bon. Mais des histoires, peu importe. Mais oui, c'est vrai, ce que je voulais souligner par là, c'est que en réalité, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réapprendre la liberté, c'est l'apprentissage de la liberté aux individus et aux familles, et qui est important. Et c'est pour ça qu'au fond, ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux conservateurs, c'est que en rendant les familles libres, complètement libres de leur choix à l'école. Aujourd'hui, la plupart des familles françaises, 80% d'entre elles ne prennent pas le choix, parce qu'elles pourraient le prendre en allant dans une école privée, elles ne le prennent pas, elles mettent l'enfant à l'école publique. Alors il y a là-dessus 1 ou 2% qui choisissent leur quartier en fonction de l'école pour mettre leurs enfants dans l'école de leur choix, mais ce qui est évidemment un peu débile dans le système, mais ceci étant, ça veut dire qu'ils ne choisissent pas. Et donc comme on ne leur apprend pas à choisir, on ne leur apprend pas non plus à vérifier le manuel et à faire pression sur les profs pour choisir le manuel. Et c'est donc en rendant l'école vraiment libre qu'on obligera les familles à se poser la question où est-ce que c'est le mieux pour moi de mettre mon enfant. On les a dépossédés. Il faut renverser les mécanismes, c'est un truc de long terme. Mais je pense à, par exemple, Fillon, qu'on peut mettre, on va dire, dans les plutôt libéraux, assez conservateurs. Oui, c'était un conservateur Fillon, libéral. dans son programme pour l'école, alors quand il était candidat, il y avait l'uniforme pour tous. Qui est pas, aucun libéral ne peut souhaiter qu'on mette l'uniforme, je sais pas quoi, État français, région machin, à tous les élèves de tout un département ou toute une région. C'est délirant, quoi. Et c'était un point fort de son programme. Les parents, les Français aimaient beaucoup cette idée. Qu'enfin, c'est le plus du chaos, c'est qu'en pensant, en rétablissant l'uniforme, on pensait rétablir l'école de la Troisième République. Et ce qu'il faut leur apprendre, c'est qu'avec la liberté de l'école, il y a des écoles qui proposeront l'uniforme et pourront les choisir. Oui, voilà. Mais quand même, le réflexe de ces gens-là, c'est d'aller vers l'encadrement de tenue des élèves, et c'est très conservateur, plus que libéral, quoi. Donc voilà, alors je ne réponds pas tout à fait à ta question, parce qu'elle est pertinente, évidemment. De toute façon, on sait bien que c'est un long apprentissage. C'est un long apprentissage, on est d'accord. Ce que je dis simplement, c'est d'abord, je dis deux choses. On ne gagnera pas, il faut travailler, répandre un certain nombre, expliquer que nous, on ne fait pas du constructivisme social. Par contre, on essaye d'appréhender des principes cohérents d'organisation sociale. On cherche la cohérence, on cherche et la liberté. Et en fait, je pense que c'est la liberté qui apprendra la liberté. La promotion du darwinisme comme un système d'une certaine manière. J'avais une deuxième question qui renvoie à ce que tu disais au départ quand tu parlais de la cité athénienne, etc. Au passage, je pensais un peu à Israël. Ouais, c'est vrai. Et après ce qui a été dit à la fin sur le fait qu'il ne faut pas avoir de valeur absolue, il y a un argument aujourd'hui qui, on le sait, est très dangereux pour les libertés, c'est la sécurité, justement. Il y a des gens qui voudraient finalement tout contrôler pour la sécurité. Alors, il nous faut un peu d'agriculture, parce qu'il faut une certaine sécurité, il nous faut un peu de médicaments, il nous faut un peu de défense, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment une grande menace aujourd'hui, même chez les gens raisonnables, justement, et en particulier chez les conservateurs, on va dire, voilà, vous voyez, quand même, il faut quand même protéger la nation, les foraines, etc. Et voilà, je voulais savoir un peu ton opinion sur ces...
j'allais dire, sur ce type d'approche qu'on voit encore et encore. Dire que oui, je suis libéral, oui, c'est bien la liberté, mais vous comprenez, la sécurité de ceci, de cela fait que... et du coup, alors pour le rattacher à... Est-ce que c'est pas peut-être un peu l'avantage de... Enfin, des positions plus fortes comme celle de Bertrand que de dire non mais arrêtez, si on commence à remettre en cause mes libertés à droite, à gauche, est-ce que c'est pas un peu ça qui a poussé certains vers voilà, des positions un peu plus fermes, parce qu'ils en avaient marre de ces discours où il y avait toujours une bonne raison pour finalement limiter nos libertés. Oui, je comprends, mais l'état de droit, c'est finalement celui dans lequel une communauté humaine, quelle qu'elle soit, accepte un certain nombre de règles pour vivre ensemble. Et c'est ce qu'on peut d'ailleurs, on va parler de ça à Aix, considérer comme le bien commun. Le bien commun, pour moi, c'est au fond ce qui permet de vivre ensemble dans le respect de nos propres finalités, c'est-à-dire d'abord dans le respect de notre liberté pour atteindre nos finalités personnelles. Pour moi, c'est ça le bien commun. Si c'est ça, et si, comme je le pense, ça ne peut se faire qu'avec un droit, c'est-à-dire des règles qu'on partage, derrière, la question c'est quel est le niveau de règles? Et bien entendu, on est dans l'excès absolu, mais on ne peut pas être non plus dans le vide absolu. Il faut trouver le bon niveau qui est différent selon les périodes. Les règles des 12 tables romaines, 450 avant Jésus-Christ, les 12 tables romaines sur 12 tables de pierre tiennent les règles de toute une société, construites non pas par l'État, mais par les jurisconsultes. Et ça leur permet de vivre ensemble. Mais les sociétés sont plus complexes aujourd'hui. On n'y arrivera pas avec 12 tables de pierre. Mais non, on n'a pas besoin non plus de milliers et milliers de directives européennes. Il faut trouver le bon équilibre. C'est mon point de vue. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive dans l'instrumentalisation, je dirais, de l'état de droit? Par exemple, vous faisiez allusion aux contraintes qui pèsent sur la conception d'un film. Et donc, si vous ne respectez pas ces contraintes, on dit que vous êtes contre les valeurs européennes et on va vous traîner au tribunal au nom de l'état de droit. Est-ce que c'est pas instrumentalisé un peu? Alors, en l'espèce, d'ailleurs, c'est instrumentalisé par les subventions, puisque on a le droit de faire ce qu'on veut dans un film, c'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir un film dévoué au bon Dieu et à Marie, et point, c'est autorisé, et on n'est pas obligé de mettre... Mais par contre, dans un film dévoué au bon Dieu et à Marie, il n'y aura pas de subvention parce qu'il n'y aura pas de transgenre, il n'y aura pas de... etc. Donc on tient les gens par les subventions. Et en fait, dans la société française et maintenant européenne, on tient tout le monde. L'Europe essaye de tenir la Hongrie, ou la Roumanie, ou etc., ou la Pologne, par la subvention. Et ça, c'est scandaleux. Mais ceci dit, elle essaye aussi, et vous avez raison, mais autrement, c'est pas par ce biais-là, de prévoir des règles wokistes en fait. Donc je partage bien le truc. L'état de droit, par définition, l'état de droit, alors qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Mais par définition, c'est un état qui laisse à chacun l'exercice de ses droits. Donc ça ne peut pas être un droit de contrainte, ça ne peut être qu'un droit de liberté. C'est-à-dire que, on rentre dans un autre débat qui mériterait une conférence à minima, lui tout seul, mais plusieurs colloques probablement, une université globale, l'état de droit, pourquoi pas d'ailleurs, la prochaine fois. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir de droit A, sauf un seul, de mon point de vue, le droit à la vie. Et c'est d'ailleurs... C'est le droit de vivre. Non, c'est plus que ça. Pourquoi est-ce que je parle du droit à la vie? Parce que, en fait, c'est ce qui justifie par exemple l'obligation de secours à celui qui est en danger. Il y a quelqu'un qui est agressé devant vous, si vous en avez les moyens, si vous êtes incapable de le... Mais vous devez lui apporter secours. Pourquoi? Parce que c'est le droit à la vie. Parce qu'en tant qu'humain, on se reconnaît soi-même comme... on respecte la fin de chacun. Et la fin de chacun, c'est
d'abord la vie, c'est dans la vie qu'il le trouve. Et ça me permet d'expliquer comment un libéral peut, je ne dis pas qu'il doit, mais comment un libéral, s'il suit cette éthique-là, doit être, s'il reconnaît en l'enfant un être humain contre l'avortement, doit être contre l'euthanasie sans condamner celui, d'ailleurs comment le condamner, celui qui veut attenter à sa propre vie, mais sans l'y encourager non plus, parce que ça ne peut être qu'individuel, ça ne peut pas nous appartenir. Chacun a le droit à sa propre vie. C'est mon point de vue. Pour tout le reste, c'est des droits d'eux, et je réponds de cette manière à votre observation. Une dernière, on a 5 minutes, alors j'en profite, j'abuse. Et pour sortir totalement de la philosophie et pour venir plus à des questions de stratégie politique, ce qui a du succès ces derniers temps, c'est des positions un peu extrêmes. Je pense que c'est qui ont l'avantage d'une certaine clarté, etc. Et bon, là on parle d'état de droit, on parle de chercher le juste équilibre. Est-ce que, et on peut être d'accord donc en termes mais est-ce que justement il ne faudrait pas plutôt, si on veut, j'allais dire, émerger dans cet univers politique, montrer un peu la radicalité de la liberté. Enfin, alors je le dis, bon, je suis bien conscient de tout ce que tu as dit, je partage, mais si tu veux attirer des jeunes, si tu veux qu'il y ait des gens qui viennent, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, voilà, un truc, voilà, nous on propose un peu de... et je parle de communication politique, là, je ne suis pas du tout dans chercher philosophiquement, mais je sais pas, dire, on va un peu renverser la table, quoi, si on est élu, enfin, un peu comme l'a fait Milei, d'une certaine façon, quoi, je veux dire, si je suis élu, c'est pas pour chercher des terrains d'entente avec mes copains, voilà, mais je sais pas, donc la question de ce pas, en fait, entre la stratégie politique et puis après le discours raisonnable entre individus qui cherchent la bonne voie, quoi, voilà. La philosophie n'est jamais simple. Voilà. La philosophie ne peut pas donner des réponses simples, ça n'existe pas. Parce que l'homme n'est pas simple. Donc, la complexité humaine, ça je dis seulement au niveau politique, mais, si tu dis le libéral et les conservateurs, finalement, c'est un peu pareil, tu vois. Non, mais, je trompe un peu mon monde en disant conservatisme et libéralisme, parce que, au fond, les principes que je crois, oui, je pense que en tant que, si vous êtes libéraux, vous avez adhéré à ce que j'ai dit globalement. Alors on peut derrière interpréter d'une manière ou d'une autre, mais ceci dit, ce que je crois, c'est que là où tu as raison, c'est que les gens ont besoin de réponses simples à des problèmes complexes. Et donc, il faut trouver derrière le moyen de faire passer des réponses et des propositions simples pour résoudre des problèmes complexes. Et je crois qu'on y arrivera dans les propositions. Je reviens sur cette histoire de l'école. Une école libre, entièrement libre, mais dans laquelle l'État a un rôle, puisque dans ce qu'on propose, on propose une sorte, peu importe laquelle, de bons scolaires. C'est-à-dire, on admet quand même le principe que l'éducation est presque devenue une sorte de droit régalien en disant ça. Parce que l'État doit se soucier de l'éducation, même du plus pauvre, même du plus paumé, même du plus handicapé, en l'aidant à trouver sa solution. Je pense que notre réponse, elle a cet immense avantage de dire c'est justement dans l'école libre qu'il la trouvera, parce qu'il y aura des profusions d'écoles adaptées à toutes les situations, des besoins de tous les enfants, ce qui n'existe pas aujourd'hui, parce que vous le rendez impossible par la centralisation. Donc, je pense qu'on a un message à faire passer. Même chose pour l'impôt simple. Moi, je trouve finalement ce mot, c'est assez pas mal, impôt simple, plutôt que flat tax, etc. Bon, mais, en tout cas pas impôt plat, évidemment. Bon, même chose, etc. Dans la retraite par capitalisation, on peut expliquer quand même pas mal aussi. Donc, tu as raison, il faut trouver dans les messages qu'on fait passer, dans les réformes qu'on fait passer, des réponses simples, en expliquant que c'est dans la... Alors, quelque chose que je n'ai pas abordé au fond, et qui est fondamental. La liberté, elle est limitée par la responsabilité. Il n'y a de vraie liberté que lorsqu'elle est responsable. Je pense qu'on est d'accord, on pourrait développer beaucoup. Et donc, la liberté, elle est aussi dans le respect des autres. La liberté s'arrête à la liberté de l'autre.
Et la question c'est où est la limite. Bon, mais, c'est aussi ce qui fait une éthique, mais parce que je pense qu'il faut aussi parler d'éthique, et que dans le message, il y a une attente à ce niveau-là aussi. Et c'est d'ailleurs, je le dis parce que Élodie, qui est là, qui travaille pour l'IREF, c'est un débat qu'on a eu avec elle sur la drogue, par exemple. Est-ce qu'on défend l'idée de permettre la drogue, soi-disant pour éviter les narcotrafics et pour en réduire la consommation? En réalité, ça n'a jamais marché, d'ailleurs, à ma connaissance. Et moi, je dis non, parce que là où on peut permettre à chacun d'avoir sa pratique sexuelle ou etc., tant qu'il respecte l'autre, le problème de la drogue, c'est que la drogue dérègle l'individu. Alors, outre le fait que, en soi, attenter à sa propre humanité, à son propre corps, c'est pas très bien en soi, mais chacun est libre de le faire à la limite. Ceci dit, ça modifie le comportement durablement vis-à-vis des autres, des tiers. Alors, exemple, c'est sur la route. L'alcool aussi. Alors, l'alcool aussi, bien sûr. Mais sauf que, alors d'abord, l'alcool ne le fait pas durablement, si on s'arrête de bon. Il y a des alcooliques. Ben oui, parce que si on s'arrête. Gravement alcooliques. Et c'est vrai qu'on limite la consommation d'alcool. Ça, c'est possible. Mais parce que jusqu'à un certain seuil, l'alcool n'est pas vraiment dangereux. Si je bois un verre de vin et que je conduis après, je ne suis pas dangereux au volant. Tandis que la drogue est dangereuse dans tous les cas. Parce qu'elle vous met ailleurs. Il vous met ailleurs. Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est... Mais je pense qu'il y a là, c'est la limite, c'est le respect de l'autre. Et ça, c'est fondamental. Responsabilité, éthique, respect de l'autre. On est d'accord. Eh bien, écoute, Jean-Philippe, on va mettre fin, on va te remercier de nous avoir aidé à réfléchir sur ces questions. Donc, l'ouvrage est évidemment disponible dans toutes les bonnes librairies. Je ne sais pas si on n'en a pas d'exemplaires ici. Il y en a quelques exemplaires. Voilà, merci. Alors, j'ai écouté justement pour ce que tu disais. Je discutais avec quelqu'un qui me disait que son frère est professeur aux États-Unis dans une université pour aveugles, voilà, où les enseignants sont aveugles, etc. Donc ça fait effectivement, voilà. On pourrait imaginer des solutions. Autant que je sache qu'il n'y a pas en France d'université réservée aux aveugles. Voilà quelques. Ah ben voilà, il y a un petit stock de livres si vous voulez. Voilà, donc merci encore vraiment Jean-Philippe, merci à vous.